Bonjour, bienvenue dans Point de vue, ravi de vous retrouver en direct sur le plateau du Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, le projet de loi sur le budget 2026 est en débat à l'Assemblée nationale depuis le début de la semaine. La dernière enquête Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro révèle que le pays craint davantage la censure du gouvernement que la démission du président. On reviendra dans le détail avec Erwan Lestrohan, il est directeur conseil chez Odoxa. Hier, les présidents des deux plus grandes puissances du monde, les États-Unis et la Chine, ont mis sur pause la guerre commerciale qui les opposait. Sylvie Berman, ancienne ambassadrice en Chine, viendra nous décrypter cette rencontre capitale et l'accord conclu entre Donald Trump et Xi Jinping. Et pour terminer cette émission et à la veille de la fête de la Toussaint, on s'intéressera à Dieu à travers les mots. Je recevrai le grand linguiste Jean Pruvot, son dernier livre, Dieu à travers les mots et leur histoire. Voilà le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Erwan Lestrohan. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de vue. Vous êtes le directeur conseil chez Odoxa pour le Figaro et en collaboration, comme chaque semaine, avec Backbone Consulting. Le sondage de cette semaine porte sur le budget 2026 actuellement en débat à l'Assemblée nationale. Vous avez demandé aux Français ce qu'ils pensaient, si les Français pensaient que le budget serait voté ou rejeté par les députés. Qu'ont-ils répondu, les Français? Oui, c'est intéressant de voir que le pessimisme gagne les rangs. Aujourd'hui, quand on demande aux Français si, selon eux, le budget sera adopté ou rejeté, 64% des Français forment un pronostic négatif, à savoir que le budget sera rejeté. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est surtout 12 points de plus que ce qu'on mesurait la semaine dernière. C'est énorme, 12 points de plus. 12 points de plus. Ça montre que cette séquence d'enlisement parlementaire, ça a donné l'image d'une impasse qui s'est répercutée dans l'opinion. Et ce qui apparaît aujourd'hui pour les Français, c'est qu'il y a de grandes chances que le budget ne soit pas voté. La semaine dernière, on avait une majorité de sympathisants socialistes qui pensaient que le budget serait voté. Ils sont minoritaires aujourd'hui. Les sympathisants LR sont à peine 50% aujourd'hui à penser que le budget sera voté. Ils étaient 58% la semaine dernière. Et plus impressionnant, les sympathisants Renaissance n'y croient plus du tout. Ils sont uniquement 54% à croire à une adoption du budget de Sébastien Lecornu. Ils étaient 77% il y a encore une semaine. Donc le pessimisme, au-delà de l'Assemblée nationale, a gagné l'opinion des Français. Vous leur avez également demandé ce qu'ils pensaient d'une motion de censure déposée contre le gouvernement Lecornu. Qu'en pensent-ils? Ils sont pour ou ils sont contre, les Français? Et les Français sont pour. Ils sont 52% à nous dire qu'ils seraient favorables à ce qu'une motion de censure soit votée contre le gouvernement de Sébastien Lecornu. C'est une majorité, mais qui est très fortement soutenue aujourd'hui par les sympathisants du Rassemblement national et les sympathisants du RN. Néanmoins, ça a aussi du crédit en progrès, très nettement, plus 10 points chez les sympathisants écologistes et plus 10 points chez les sympathisants PS, mais aussi plus 13 points chez les sympathisants LR. Et c'était 25% à être favorable à une motion de censure la semaine dernière, ils sont 38% cette semaine. En tout cas, au global, c'est majoritaire dans la population, ce souhait de destitution du gouvernement, une courte majorité, donc 52%. Est-ce que, néanmoins, cette censure qui pourrait se profiler, ça ne les inquiète pas, les Français? Je pense surtout au contexte économique. Alors, c'est très intéressant d'en parler, c'est qu'on a demandé aux Français ce que ça provoquerait, selon eux, une censure. Et ils sont 73% à nous dire que ce serait inquiétant pour l'économie nationale. Ils sont 68% à nous dire que ça risquerait de provoquer une crise financière. Donc ça les inquiète. Ça les inquiète, et surtout que quand on creuse le sujet avec les Français, dont la principale préoccupation est le pouvoir d'achat, ils savent bien qu'une crise financière, ça leur retombera dessus, entre guillemets, tôt ou tard, à travers des hausses d'impôts. Ils en paieront quelque part les conséquences. Oui, à travers des hausses d'impôts, à travers une détérioration du service public. Ils savent que de toute façon, ils en paieront les conséquences. Mais pour autant, les Français sont tout de même 50%, petite majorité, mais une majorité tout de même, à nous dire si le gouvernement était destitué, ce serait préférable à voter un budget qui ne me convient pas. Ça dit beaucoup de choses de la période dans la hiérarchie des priorités des Français. Ça raconte que les Français font primer leurs convictions en matière d'orientation pour la France sur le risque d'une crise économique qui pourtant
suscite de l'inquiétude. Et qui pourrait donc, comme vous venez de le dire, avoir des répercussions concrètes sur leur vie quotidienne. Le scénario, quel scénario à la faveur après une censure? Est-ce que c'est plutôt une dissolution de l'Assemblée nationale? Ce matin, Jordan Bardella sur RTL a dit qu'il voulait que le RN voulait une dissolution le plus rapidement possible. Et les Français? Alors on a proposé 3 scénarios aux Français en cas de destitution du gouvernement Lecornu. Tout d'abord, celui le plus probable, c'est qu'Emmanuel Macron renomme un nouveau Premier ministre. Seuls 48% des Français y sont favorables parce que finalement, ce ne serait qu'un bister repetita des expériences Barnier, Bayrou, Lecornu. Les Français voient bien qu'on est dans l'impasse politique et finalement, cette solution n'apparaît pas comme la plus opportune parce que ça ne fonctionne pas. Et qu'il y a une lassitude, c'est ça? Oui, c'est le sentiment parce que ça chez les Français qu'on fait constamment remonter un conducteur au volant d'un véhicule dont on sait qu'il va aller dans le mur. Donc nécessairement, cette hypothèse un peu classique n'a pas les faveurs des Français. Ils sont 53% à nous dire qu'ils seraient favorables à ce que Emmanuel Macron dissolve l'Assemblée nationale. Mais là encore, c'est un peu en trompe-l'œil, c'est-à-dire que c'est très fortement soutenu par les forces politiques qui auraient le plus à y gagner, les sympathisants LFI et les sympathisants RN. C'est minoritairement soutenu, la dissolution, par les sympathisants PS, Renaissance ou LR. Et la solution qui a le plus de soutien dans l'opinion, ce serait la démission d'Emmanuel Macron. 66% des Français y sont favorables. Et faut bien expliquer cet indicateur, parce qu'il a fortement progressé en un an. Il y a un an, uniquement 54% des Français souhaitaient la démission. 54% il y a un an. La démission d'Emmanuel Macron, c'est plus 12 points en un an. Ce que ça raconte, c'est que les Français ont un sentiment d'impasse politique et que cette appétence pour les solutions radicales, elle a progressé à mesure que les Français ont eu le sentiment d'être dans une impasse. Parce que pour eux, on est très largement dans une situation d'impasse politique pour 3 raisons. Parce qu'il y a une tripolarisation des forces à l'Assemblée nationale qui rend quasiment impossible toute prise de décision, parce que les partis ne bougent pas. Et pourquoi les partis ne bougent pas? Parce qu'on est à 1 an et demi de l'élection présidentielle, donc ils ont besoin d'exprimer leur ADN politique plus que de se compromettre avec la majorité présidentielle qui est décriée, sachant qu'en plus, 3e élément du contexte, on est dans un contexte de crise économique qui impose de prendre des mesures impopulaires. Donc nécessairement, les forces politiques ne se mouillent pas pour faire avancer les choses dans le contexte pré-présidentiel et même pré-municipal qui arrive dès le mois de mars. Dès le mois de mars 2026. Tout ça explique pourquoi finalement la solution la plus radicale, quasi inédite, à part le départ du général de Gaulle en 1969, quasi inédite sous la 5e, la solution radicale est celle qui a le plus de faveur auprès des Français. Effectivement, vous notez dans cette étude, il y a une cristallisation sur la personne du président de la République, un rejet extrêmement fort, au-delà de la personnalité et du rejet que suscite Emmanuel Macron. Juste, le mot rejet est juste ou outrancier de ma part? Non, c'est un rejet très fort. Aujourd'hui, uniquement 2 Français sur 10 ont une bonne opinion d'Emmanuel Macron. 8 sur 10 en ont une mauvaise. Et chez ceux qui en ont une mauvaise, ils sont 51%. Aujourd'hui, c'est majoritaire à être dans ce qu'on appelle le rejet, c'est-à-dire à dire « je n'ai pas une assez mauvaise opinion d'Emmanuel Macron, j'ai une très mauvaise opinion d'Emmanuel Macron ». Et on voit bien que ce rejet s'est consolidé au cours des dernières années, avec plusieurs séquences, alors qu'Emmanuel Macron avait fini l'année 2022, post-réélection, à 41% de bonnes opinions. Le premier semestre de 2023 a douché sa popularité à travers une réforme des retraites jugée maltraitante socialement et un passage par le 49.3 vécu comme un coup d'État démocratique. On a eu dans la continuité une dissolution de l'Assemblée nationale incomprise et inefficace, qui n'a pas du tout apporté la clarification attendue, qui a encore détérioré sa popularité, puis une propension répétée à Emmanuel Macron à nommer des ministres qui viennent finalement soit de son socle restreint, soit de son socle un peu élargi, qui a donné aux Français un sentiment de confiscation du pouvoir. Et c'est vrai que le lien s'est profondément fracturé entre Emmanuel Macron et les Français, alors que jusque-là, jusqu'à sa réélection, il y avait un espèce de pacte tacite dans l'opinion entre Emmanuel Macron et les Français, c'est-à-dire c'est un président qui est déconnecté, qui décide tout seul, mais en revanche, il est dynamique et compétent, il représente bien la France à l'étranger, et donc on est prêt à accepter qu'il soit assez, qu'il soit assez jupitérien.
Mais finalement, les choses ont changé depuis quelques années. Alors, il y a eu ce désaveu démocratique, alors post-élection législative, mais aussi avec la réforme des retraites adoptée via le 49.3. Il y a eu un désaveu programmatique. Et il y a aussi le sentiment, avec la dette publique qui s'est avérée très élevée, qu'Emmanuel Macron n'est pas si compétent que ça. Et ça a monté. Autant jusqu'à sa réélection, les Français lui reconnaissaient tout de même une certaine compétence, autant il est passé sous la barre des 50% sur ce qualificatif. Et là, les conditions du pacte tacite n'y est plus. C'est-à-dire que non seulement il est déconnecté, il décide tout seul, mais en plus il n'est pas compétent pour prendre les bonnes décisions pour le pays. On l'a vu aussi la semaine dernière dans notre baromètre politique pour la presse régionale et Public Sénat. On a sondé les Français sur la déclaration de Gabriel Attal, qui a dit qu'il y avait un acharnement d'Emmanuel Macron à vouloir garder la main, qu'il ne comprenait pas ses décisions. Non seulement les Français lui donnaient raison, c'était 68% à être d'accord avec lui, mais même les sympathisants Renaissance, 58% étaient d'accord avec lui pour dénoncer ces mauvaises décisions d'Emmanuel Macron. Donc ça va vraiment dans le sens d'une fracturation très forte du lien entre le président et des troupes du président autour de lui. Cette opinion, les Français rejettent le président de la République. Et le Premier ministre, alors, qui est un très proche, Sébastien Lecornu d'Emmanuel Macron, comment les Français, quand vous les interrogez, voient la popularité, quelle popularité il a, Sébastien Lecornu, auprès des Français? Elle est plus de 2 fois supérieure à celle d'Emmanuel Macron. 20% des Français ont une bonne opinion d'Emmanuel Macron. Donc il ne souffre pas de sa proximité avec le président de la République? Plus ou moins, parce qu'il est considéré tout de même comme l'homme du président. S'il était destitué, on vient de voir que les Français seraient plutôt satisfaits. Ils ont le sentiment que le budget Lecornu est un budget qui ne leur convient pas. Mais au-delà de son appartenance politique, Sébastien Lecornu est un Premier ministre dont les premiers pas ont plutôt plu aux Français. Il considère que, à la différence d'Emmanuel Macron de plus, c'est un homme qui est ouvert au dialogue, qui est sensible aux équilibres politiques, qui fait preuve d'une certaine humilité, d'une volonté de faire avancer les choses. Donc, il marche plutôt bien dans l'opinion, même si il est à un niveau de soutien tout de même très bas à Matignon, mais qui n'est que le résultat du discrédit de la majorité présidentielle. Et puis, au-delà de ces mauvaises opinions, les Français du président et du Premier ministre, globalement, à 87%, c'est ça, les Français ont une assez mauvaise opinion des partis politiques. Oui, c'est une des informations importantes. C'est vrai qu'on parle beaucoup du discrédit du couple exécutif, mais les autres partis ne sont pas épargnés. Les oppositions sortent aussi abîmées de la crise actuelle. 12% des Français, uniquement 1 sur 10, ont une bonne opinion des partis politiques dont l'image sort extrêmement abîmée de la crise politique, parce que ce que leur reprochent les Français, c'est une incapacité à s'entendre pour faire avancer les choses. Et ça, on le voit dans la plupart des enquêtes d'opinion. Aujourd'hui, donc, ce qui est sur la table, si je puis dire, enfin, au cœur de l'Assemblée nationale, c'est le débat sur la taxe Zuckman. Vraisemblablement, elle ne va pas être votée. Néanmoins, les Français, quel regard, quelle opinion ils ont sur cette taxe Zuckman? Ils sont plutôt pour ou contre? Quand on aborde avec eux la perspective d'une taxe spéciale sur les hauts patrimoines, donc la taxe Zuckman, 65% des Français ils sont favorables, parce que c'est un élément de justice pour eux et qui valide la notion de progressivité de l'impôt. C'est-à-dire que plus on est riche et quand on a un patrimoine très haut, plus on contribue à l'effort de la société. Donc 65% des Français y sont favorables, mais c'est une ligne de clivage très forte dans le budget, dans les négociations budgétaires de Sébastien Lecornu. La gauche et le RN y sont très favorables. Uniquement 50% des Renaissances, ça les fracture, ils sont favorables. Et les sympathisants, les Républicains, ils sont majoritairement opposés. Est-ce qu'on peut faire un point assez rapide de ce qui a été voté par la droite et ce qui a été voté par la gauche au cours de cette semaine? La droite a voté la défiscalisation totale, c'est ça cette semaine, des heures supplémentaires notamment. Et des pourboires versés par carte bleue, en effet. C'est des mesures qui vont bien dans le sens de l'ADN politique que chaque force politique, et là en l'occurrence la droite, va vouloir imprimer dans ce qu'ils votent. Et c'est vrai que cette volonté des Républicains de ne pas verser dans la folie fiscale tout en soutenant l'initiative des entreprises, elle se retrouve bien dans cette mesure.
Et puis, il y a la droite a fait tomber aussi le gel du barème de l'impôt sur le revenu voulu par le gouvernement. Et à gauche, qu'est-ce qu'il faut retenir là, de cette semaine, de ce que la gauche a adopté, Alors à gauche, a réussi à adopter comme amendement? Alors, LFI a voté avec la droite contre le gel du barème de l'impôt sur le revenu. La gauche a aussi voté, par exemple, la défiscalisation des pensions alimentaires. Toutes les oppositions ont voté aussi le maintien d'un avantage fiscal des retraités. LFI a voté avec le Rassemblement national l'encadrement des prix de l'électricité. Donc on voit bien qu'il y a des morcellements parlementaires aujourd'hui pour le vote de certains amendements qui permettent de faire avancer certains projets avec des majorités à composition très variable. Alors, hier, il y a eu un vote qui ne concerne pas le budget, c'était la niche parlementaire du Rassemblement national. Ça visait ça visait la question des accords entre Paris et l'Algérie, les accords de 1968. Et à la grande surprise, eh bien, cette résolution a été adoptée à une voix, c'est ça ? Oui, à juste une voix, du fait de nombreuses absences dans l'hémicycle. Mais ça va bien dans le sens de l'opinion, parce que 8 Français sur 10 étaient favorables à la remise en question de ces accords, et même 50% des Français étaient favorables à leur suppression pure et simple. Ils soutenaient Bruno Retailleau quand il avait avancé sur ce sujet. Ce que ça raconte aussi, c'est que c'est une victoire symbolique très forte pour le Rassemblement national, dont c'est la première fois qu'un texte est adopté à l'Assemblée nationale. C'est une victoire significative, qui plus est sur un thème, l'immigration, qui est un de ses chevaux de bataille, et ça place le RN en force politique susceptible d'obtenir des résultats, et qui plus est des résultats attendus par les Français, mais surtout par toute une partie de la droite sur l'immigration. Parce qu'effectivement, ça a été voté avec l'appui des LR hier et d'une partie des députés Horizon. Oui, et puis ça fait partie de toute façon de la ligne que défendait Bruno Retailleau, qui avait engagé un bras de fer avec Alger, mettant quasiment sa démission dans la balance. Donc ça va bien avec ce qu'attendaient les électeurs LR. Mais ceci dit, on est très loin du cordon sanitaire de 1986. Là, on voit que les députés et LR, et RN et Horizon ont voté ensemble sur cette remise en question des accords d'Alger. Merci Erwan Lestrohan. Le sondage Backbone Consulting, Odoxa Backbone Consulting est à retrouver sur le site du Figaro et dans les pages du Figaro. Et c'est une journée majeure là, à l'Assemblée nationale aujourd'hui qui est prévue, c'est une journée qui va introduire beaucoup de clivages, parce qu'on va parler de la taxe Zuckman. On en parlait tout à l'heure, on sera au paroxysme des oppositions entre la vision de la gauche pour la France et celle de la droite et de la majorité présidentielle. Donc c'est une journée qui symboliquement peut être chargée en effet. La raison sans doute pour laquelle le Premier ministre est attendu à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Merci d'avoir été en direct avec nous. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est fini, au moins pour un an. C'est ce qu'ont conclu hier Donald Trump et Xi Jinping. L'enjeu de la rencontre était capital. Avant que Sylvie Berman, l'ancienne diplomate ambassadrice en Chine, me rejoigne en plateau, je vous propose d'écouter le président chinois lors de sa rencontre avec Donald Trump. Bonjour Sylvie Berman. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Je rappelle que vous avez été ambassadrice en Chine, notamment
mais aussi en Russie et en Grande-Bretagne. Alors, on vient de voir les images de Donald Trump, Xi Jinping à la même table. C'était le grand moment attendu de cette tournée en Asie, la rencontre des deux présidents. Ça a duré 1h40 hier. Ça s'est conclu par une poignée de main, une trêve. On va revenir dans le détail. Quel regard vous portez là sur cette entrevue, ce face-à-face entre ces deux hommes au style très différent? Oui, le style est radicalement opposé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de conférence de presse commune ou de prise de parole officielle côte à côte, parce que les Chinois se méfiaient un peu des sorties de route de Donald Trump. Mais je crois que d'un côté comme de l'autre, on voulait apaiser la situation et trouver une solution qui était... cette guerre des tarifs douaniers n'était dans l'intérêt de personne. Et je crois que dès le début, il y a une volonté de négocier. Évidemment, quand Trump a décidé d'augmenter à 100, puis 125, 145%, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait une surenchère de la part des Chinois, mais qui sont puissants malgré le ralentissement économique et qui ont des atouts, les terres rares, on y reviendra. On va y revenir. Cette trêve qui a été conclue, c'est le fruit de longues tractations qui ont été menées par les équipes américaines et chinoises? Oui, bien sûr, il y a eu des négociations. Alors, les négociations ont eu lieu entre le ministre du Commerce chinois, son homologue américain, Scott Bessent, et c'était très professionnel. C'était pas politique. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle Marco Rubio, qui est plutôt très hostile à la Chine, n'était pas dans la négociation et que ça s'est fait au niveau des représentants du commerce, ce qui est logique en même temps, puisque le point de départ, c'est quand même le conflit commercial. Alors, dans cette trêve commerciale entre la Chine et les États-Unis, Donald Trump a annoncé une réduction des droits de douane pour la Chine. Il a lié ça au fentanyl, c'est ça? Oui, tout à fait, parce que les États-Unis accusent la Chine de fournir les précurseurs du fentanyl, donc qui est un opioïde de synthèse qui est extrêmement puissant. Et c'est vrai que quand on voit dans la rue aux États-Unis et au Canada des gens qui ont consommé du fentanyl, c'est des zombies courbés en deux. Et ça rappelle un peu la guerre de l'opium. Menée par les Occidentaux, dans l'autre sens, menée par les Britanniques principalement. Et donc, il y avait déjà un groupe de travail qui avait été mis au point entre Biden et Xi Jinping. Mais là, effectivement, il y a eu besoin de réactiver l'accord sur ce point. Vous dites les États-Unis accusent la Chine. Il y a des éléments qui... Alors, c'est les Chinois à la fois le nient, mais en même temps, ils ont accepté, sous Biden, la mise en place d'un groupe de travail sur le sujet. Donc, en fait, ce qu'ils fournissent, je ne suis pas une spécialiste de la drogue, c'est les précurseurs, ce n'est pas la drogue elle-même. Et puis, vous l'avez évoqué, lors de cette rencontre, a été signé un accord sur les terres rares. Alors, les terres rares, c'est très intéressant parce que en fait, c'est un peu l'arme atomique pour la Chine. Oui. C'est ça qui a fait plier Trump, parce que la Chine a à peu près 60% des terres rares, mais c'est elle qui exploite et raffine plus de 90%. Et donc, elle a une forme d'hégémonie dans ce domaine qu'elle n'a pas recherché au départ. Ce sont les Occidentaux qui ont finalement décidé d'exporter leur pollution parce que c'était des industries trop polluantes. Oui, de se mettre dans les mains de la Chine, finalement, et ils se sont mis, sujet. Voilà. Mais à l'époque, ils ne pensaient pas que la Chine l'utiliserait de manière politique, ce qu'elle a fait il y a une douzaine d'années déjà avec le Japon. Et puis là, elle le fait avec les États-Unis, mais pas seulement, parce qu'avec les licences d'exportation, finalement, ça peut avoir des effets dans le reste du monde. Et aux États-Unis, pour... rester là-dessus. En fait, il y en a besoin évidemment pour les téléphones portables, pour les véhicules électriques, pour la médecine, les IRM, c'est avec une terre rare, et puis bien sûr toute l'industrie militaire. Donc ça affectait beaucoup les États-Unis. Alors c'est une trêve d'un an, ce
qui est en fait un atout qui reste malgré tout dans les mains de la Chine. Donc ça peut être renégocié d'ici un an. Et à la question aussi du soja, c'est ça, les Chinois vont acheter du... Alors, bien sûr, donc les Chinois... Là aussi, il y avait eu un accord avec... non, c'était sous le dernier mandat Trump. En fait, c'était en 2020. Il y avait eu un accord dit de phase 1. Et les Chinois s'étaient engagés à importer du soja américain. Et il y a eu ensuite le Covid, ça a compliqué les choses. Et puis, avec la déclaration de guerre de Donald Trump, les Chinois se sont tournés vers le Brésil, vers l'Argentine, et donc n'importaient plus en provenance des États-Unis. Donc là, ils ont donné un accord, et ça posait un problème à Donald Trump, parce que les producteurs de soja sont dans le Midwest, et ce sont les électeurs de Donald Trump. C'est sa base électorale. Alors, autre annonce, hier, c'est Washington et Pékin vont, je cite, travailler ensemble sur la guerre en Ukraine. Que faut-il comprendre de cette déclaration et de cette possible collaboration? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ce que les Américains exigeaient des Chinois au départ, c'est qu'ils cessent d'importer du pétrole en les menaçant de sanctions secondaires. Je ne pense pas que les Chinois arrêteront totalement les importations de pétrole russe, mais en revanche... Donald Trump s'est heurté à un mur avec Vladimir Poutine alors qu'il lui faisait une offre très généreuse de réhabilitation sur la scène internationale et de lever des sanctions, de coopération économique. Et il se dit, et c'est pas faux, qu'une des rares personnes qui peut parler en confiance à Vladimir Poutine, c'est Xi Jinping. Ça ne veut pas dire que la Russie est en mesure de faire pression sur Vladimir Poutine, mais en tout cas, elle peut essayer de lui parler, de le convaincre que c'est dans son intérêt. Donc je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Effectivement, Donald Trump a dit, en parlant de Xi Jinping, il va nous aider, nous allons travailler ensemble sur l'Ukraine. La réalité des liens entre la Chine et la Russie, c'est des échanges commerciaux assez important, non? Les échanges ont effectivement doublé en quelques années. C'est un choix qui était antérieur à la guerre en Ukraine. Il y a un rapprochement qui existait déjà, je le mentionne donc dans mon livre. L'ours et le dragon. L'ours et le dragon, absolument. Et aujourd'hui, les Chinois ont diminué leur exposition au marché américain. Je crois que le niveau, c'est à peu près de 14%. Et en revanche, ils ont beaucoup augmenté effectivement leur commerce avec la Chine. Donc, il y a effectivement le gaz et le pétrole, mais il y a la fourniture de machines-outils avec des composants à usage à la fois militaire et civil, ce qui est reproché très souvent à la Chine. Mais de toute façon, il y a un commerce qui est effectivement intense. Et il n'y a pas que la partie commerciale. Il y aurait un appui technique des Chinois aux frappes russes à travers les satellites militaires, c'est ça? Alors, c'est ce que disent les Ukrainiens, en tout cas. Oui, mais c'est ce que disent effectivement les Ukrainiens. Ce qui se passe, c'est qu'il y a donc des composants à usage dual, civil et militaire, des puces et autres. Et évidemment, il est tout à fait possible que ça se retrouve dans des systèmes d'armement russes. Il n'y a pas de vente d'armes, ça les Américains l'ont constaté. Mais en revanche, il y a ces composants qui peuvent servir effectivement... à des frappes contre l'Ukraine. Et les Chinois ont lancé des plans de production de drones à hauteur de 1 million pour 2026. Se pose la question à quel destinataire iraient ces drones. Et on pense effectivement peut-être à un appui chinois vis-à-vis des Russes par rapport à ces drones. Alors, je ne sais pas s'ils les fourniront parce que c'est quand même des armes et ils essaient au mieux de respecter les sanctions. Alors, cela étant, les Chinois fournissent déjà des drones, effectivement, bon, peut-être aux Chinois, mais aussi aux Ukrainiens, parce qu'il y en a qui s'achètent sur le marché. Mais je crois qu'aujourd'hui, le constat que
le monde entier a fait en Ukraine, c'est que c'est devenu une guerre des drones et qu'on ne peut pas se passer de cet outil-là. D'ailleurs, les décisions ont été prises en France, aux États-Unis et dans l'ensemble de l'Union européenne de s'équiper de drones. Quel intérêt aurait la Chine à ce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie s'arrête ? L'intérêt, qu'elle a gagné. C'est d'abord, parfois, elle est victime un peu d'opprobre parce qu'elle est considérée comme un allié de la Russie. Bon, elle n'est pas alliée. La Chine ne conclut aucune alliance. Elle n'a que des cercles d'amis. Et c'est vrai qu'il y a un partenariat qui est très fort. Mais la principale raison, c'est que ça perturbe quand même les circuits économiques et qu'il y a plus d'1 millier d'entreprises chinoises qui sont frappées par des sanctions secondaire à cause de la guerre en Ukraine. Le seul intérêt qu'elle peut y trouver, c'est que pendant ce temps-là, les États-Unis s'occupent un peu moins de la Chine ou du Pacifique. Et de Taïwan. Je pense, et de Taïwan. Mais parce qu'effectivement, si la guerre en Ukraine a été abordée entre Donald Trump et Xi Jinping, la question de Taïwan n'a pas du tout été abordée hier. Alors, en tout cas, il n'y a rien de officiellement. Public. Officiellement, ça n'a pas été abordé. Ce qu'on disait avant la rencontre, c'est que les Chinois voulaient obtenir des Américains qu'ils s'opposent à l'indépendance, alors que la formule traditionnelle de mémoire, c'est qu'ils ne soutiennent pas l'indépendance de Taïwan. Mais je crois que tout le monde, en tout cas à ce stade, a intérêt à un statu quo. C'est-à-dire, effectivement, pas de déclaration d'indépendance, pas d'invasion de Taïwan et surtout le respect de la liberté de circulation dans le détroit. Parce que finalement, le commerce, y compris le commerce chinois, passe très largement par là. Mais néanmoins, Sylvie Bermann, les Chinois n'ont pas renoncé à reprendre Taïwan, vous diriez ? Non, ils n'ont pas renoncé. C'est une question de principe et qui a été transmise de Mao à tous les secrétaires généraux du parti. Et d'ailleurs, tous les pays qui ont reconnu la République populaire de Chine, en revenant sur leurs relations diplomatiques avec Taïwan, ont reconnu qu'il y avait la politique d'une seule Chine et que donc Taïwan en fait partie. Alors, cela étant, c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté constructive, parce qu'entre-temps, Taïwan a acquis une forme d'autonomie, s'est démocratisé. Il y a effectivement de plus en plus de jeunes qui s'identifient comme taïwanais et non pas comme chinois, même si l'Assemblée est encore à majorité plutôt favorable à la Chine. Il y a un président qui est un président indépendantiste, mais il n'a pas la majorité à l'Assemblée. Néanmoins, je crois que tout le monde, mais y compris les Chinois, ont intérêt à ce statu quo. À ce statu quo. Est-ce que justement l'Ukraine, dans cette idée de Taïwan vis-à-vis des Chinois, est-ce que l'Ukraine est regardée par les Chinois comme un peu un laboratoire, je dirais ? Les Chinois, je pense, regardent de près ce qui se passe effectivement en Ukraine. Ce qu'ils constatent aussi, c'est-à-dire même si, in fine, il n'est pas exclu que la Russie gagne, ou en tout cas remporte des territoires, mais il n'empêche que ça a quand même perturbé les relations de la Russie avec les pays occidentaux. Et les Chinois ne veulent pas subir la même chose en cas d'invasion à Taïwan. En plus, je pense qu'ils n'en varieraient pas. Ils essaieraient d'étouffer. Enfin, ils ont d'autres méthodes. C'est Kissinger qui rappelait que les Russes étaient joueurs d'échecs et les Chinois joueurs de Go. Donc, ils occupent l'espace de manière différente et il n'y a pas d'échec et mat. Quelles conséquences pour l'Europe de cette stabilisation de la relation sino-américaine ? Alors, c'est notre intérêt qu'il n'y ait pas effectivement de surenchère et de surenchère, surtout sur les terres rares, parce que les pays européens peuvent en subir également les conséquences. Et le risque, en cas de véritable guerre commerciale, c'est que Donald Trump demande aux Européens de les soutenir de façon inconditionnelle. Et ce n'est pas notre intérêt non plus, ça ne va pas dans le sens de l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Vous diriez que, comment vous qualifiez la trêve qui a été conclue ? Est-ce que d'ailleurs le mot trêve est juste ?
Le mot trêve est juste parce que, en fait, les États-Unis et la Chine sont des rivaux systémiques. Et donc, il y aura d'autres crises, il y a toujours eu des crises. Finalement, ça a toujours été apaisé au niveau des chefs d'État directement et des rencontres personnelles. Donc, ce qu'a annoncé Donald Trump, c'est qu'il se rendrait en Chine au mois d'avril prochain. Donc, ce qui est effectivement plutôt positif. Mais vous savez, on parle toujours de ce fameux piège de Thucydide, où la puissance confirmée, c'est-à-dire les États-Unis, ont peur de la puissance montante, la Chine, et essaient, en comparant avec Sparte et Athènes, et en essayant d'éviter justement cette montée en puissance trop forte de la Chine, en particulier sur les aspects technologiques, où la Chine d'ailleurs a beaucoup progressé. Et il y a un accord sur la fourniture en sens inverse de puces Nvidia, mais même si ce n'est pas les plus performantes. Entre les deux, et ce sera ma dernière question, Sylvie Bermann, entre qui sort vainqueur de cette rencontre? Est-ce qu'il y a un vainqueur? Est-ce que c'est la Chine qui sort vainqueur de ce face-à-face, là? Alors, la Chine sort vainqueur en ce sens qu'elle n'a pas cédé aux menaces de Donald Trump, alors que les Européens, comme on a pu le voir, ont cédé sans discuter. En même temps, les États-Unis ont quand même obtenu cette trêve sur les terres rares, les ventes de soja, et puis l'accord sur le fentanyl également. Donc on ne peut pas considérer qu'ils sont perdants, mais c'est vrai que Trump avait cherché un petit peu à écraser la Chine, à imposer un diktat, et ça n'a pas fonctionné. Parce qu'au-delà des échanges commerciaux, des discussions ou des désaccords commerciaux, les États-Unis et la Chine, bien sûr, c'est quand même deux visions très différentes du monde, hein. Oui, c'est des visions différentes du monde. Cela dit, Trump, quand il rencontre les Chinois, contrairement aux démocrates, il ne défend pas la démocratie. Ça lui est totalement égal. Il traite avec une autre grande puissance. Il a parlé d'un G2, d'ailleurs, oui, en venant voir Xi Jinping. Il n'est pas dans la logique de ses prédécesseurs. Donc un Donald Trump attendu en Chine en avril prochain, et un président chinois, il y a une visite envisagée du président chinois aux États-Unis? Alors, il n'y a pas de date, elle sera probablement annoncée en avril. Normalement, c'est l'étape suivante. C'est l'étape suivante. Merci Sylvie Bermann d'avoir été avec nous en direct sur le plateau de Point de Vue. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, et puis on peut vous lire également. L'ours et le dragon, c'est votre dernier ouvrage, c'est aux éditions Talendier. Merci de votre présence sur ce plateau. On passe à un tout autre sujet. On va parler de Dieu à travers les mots de la langue française. Le grand spécialiste de la langue, Jean Pruvot, consacre son dernier ouvrage à ce sujet. En attendant qu'il me rejoigne, eh bien, je vous propose d'écouter Jean-Marie Roire, l'académicien, soulignait dans l'émission d'Eugénie Bastier à quel point la France était imprégnée par la culture judéo-chrétienne. C'est le bon côté des Français, c'est qu'ils ont compris quand même que tout est fondé chez eux sur une défaite qui est un succès, qui est la mort du Christ. Ouais, on est quand même imprégné, on ne peut pas y échapper. Le judéo-christianisme nous imprègne complètement. Et donc cette mort du Christ nous montre qu'au fond, on peut mourir et en même temps être vainqueur. Vainqueur sur l'adversité, sur la méchanceté, sur la laideur. Bonjour Jean Pruvot, merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes lexicologue, j'articule ce mot de lexicologue, et vous êtes vice-président de l'Association de défense de la langue française. Et vous êtes sur ce plateau parce que vous sortez ce livre, Dieu, à travers les mots et leur histoire qu'on voit à l'image. C'est une approche à la fois savante, érudite, et puis il y a aussi, c'est truffé d'anecdotes. Dieu, à travers les mots, c'est un projet très très vaste et immense. Qu'est-ce qui vous a d'abord motivé sur ce sujet ? En fait, c'est un mot que tout le monde connaît.
qu'on soit croyant ou incroyant. Et en même temps, personne ne sait d'où il vient. Alors moi, je peux le Vous allez nous expliquer, ici. justement. Ouais, et on s'aperçoit que Jean-Luc Marion disait « personne ne peut l'ignorer, tout le monde l'évoque ». Effectivement, tout le temps, on évoque ce mot Dieu, ne serait-ce que Dieu sait où, Dieu sait comment, et sans jamais forcément avoir le mot Dieu puissamment religieux. C'est un mot qui fait partie de la langue. De la langue et du quotidien. Alors justement, vous dites personne ne connaît l'origine du mot. Quelle est son origine? Alors son origine est assez jolie, puisque ça remonte à l'indo-européen. L'indo-européen, c'était une langue qui était parlée il y a à peu près 8000 ans. Et d'où sont issues quelques langues de l'Inde, des langues importantes, et quasiment toutes les langues de l'Europe. Et donc le latin, le grec, l'italien, le français, enfin toutes les autres langues. Et en indo-européen, quand on a reconstitué, on a retrouvé cette racine diaou, on ne sait pas trop comment la prononcer, il n'y avait pas de magnétophone évidemment, mais qui voulait dire lumière, étincelante, céleste. Et c'est ce mot qu'on va retrouver en définitive en grec, parce que de Dieu est venu Théos, est venu Zeus, on le sait un peu moins aussi, mais c'est la même chose, c'est une prononciation différente. Et puis est venu par le latin Deus, et donc à partir de là, petit à petit déformé en Dieu. Donc c'est un mot impressionnant aussi pour un linguiste, parce que dans le fond, écoutez, on adore Dieu. Bon, on peut difficilement dire qu'on adore déesse. Déjà, c'est un problème de masculin, de féminin. Ensuite, si j'adore Dieu, je mets un D majuscule. Et si je mets un D minuscule, j'adore les dieux. Et vous voyez qu'on est très vite dans une sorte de problème grammatical qui a très bien d'ailleurs résumé la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française, où ils ont évoqué Dieu sans majuscule, Dieu avec majuscule. Et il y a vraiment un article qui est remarquable. Combien de dictionnaires vous avez consulté pour travailler sur cette étude et ce livre alors, de Dieu à travers les mots ? Alors, bon, d'abord, j'ai une épouse qui est extraordinaire, qui accepte qu'il y ait plus de 10 000 dictionnaires à la maison. Bon. Vous avez une collection de 10 000 dictionnaires, oui, plus de 10 000 maintenant. Ça représente quoi? Une énorme pièce remplie de dictionnaires? Ça représente beaucoup de mètres carrés sur le mur et plusieurs étages. Et en même temps, un certain poids. Et donc, je procède toujours un peu de la même manière pour tous les sujets. Je regarde d'abord ce que disent les dictionnaires. Alors, pas les 10 000, parce qu'évidemment, ça serait impossible, oui. Mais les plus importants. Et puis j'extrais de ces dictionnaires aussi des réflexions, des citations, et puis d'autres ouvrages aussi qui traitent de Dieu. Et là, je me suis retrouvé avec un problème que je n'avais pas rencontré pour les autres livres, comme celui que j'ai fait sur la politesse ou le féminin. Je me suis retrouvé avec 15 000 citations. Je les ai engrangées, ça fera un dictionnaire sans doute plus tard. Mais quand vous avez 15 000 citations et que vous dites maintenant je vais l'organiser pour structurer quelque chose de logique, eh ben c'est impossible, c'est trop. Et donc je suis reparti de manière presque ancienne, je dirais, en ayant une logique, en commençant évidemment par l'étymologie, et puis après, les maisons de Dieu, les objets de Dieu, les officiants, et petit à petit... Par famille, entre guillemets. Voilà. Et de fil en aiguille, c'est peut-être ce qu'on me donne comme avantage. J'essaie de le rendre joyeux, parce que Dieu n'est pas triste. Et en même temps aéré, alors j'y mets de temps en temps des anecdotes personnelles. Oui. Vous diriez que ce mot de Dieu, il est très présent, particulièrement présent dans la langue française? Oui. Alors, parfois même sans le savoir. J'avais un voisin, il y a longtemps, qui avait appelé son premier fils Théophile. Alors je dis, il aime Dieu. Bon, alors on comprend, Phil qui aime, Théo, Dieu, mais il n'avait pas fait le rapport. Donc parfois les prénoms sont utilisés. Dorothée et Théodore, par exemple, oui. C'est la même chose. Féminin et masculin, même si Dorothée a été un prénom masculin. On a évidemment TH et accent aigu qui veut dire Dieu, et Dor qui veut dire honoré. Et on va le retrouver dans Timothée, Théotime aussi. Et puis parfois on est trompé parce que Théobald, par exemple, oui. Théodoric, c'est bien Théo
dont on s'est rapproché, mais en fait c'était le mot qui voulait dire peuple pour les Allemands, qui a été déformé. Quand vous dites la chaise Dieu, on y est en plein, on se dit que vient faire ça, c'est les lieux géographiques. Hein. Voilà, à ce moment-là, c'est Casa, c'est-à-dire la maison de Dieu. Donc, toutes ces maisons de Dieu ont aussi leur explication, qu'il s'agisse de cathédrales ou d'autres mots. Le mot Dieu, il est présent aussi dans les jurons, oui. Particulièrement. Oui, alors, parfois, on se pose des questions. Parce que le premier, je ne me pose pas une question chaque fois que j'évoque un mot, et quand je lis tu Dieu, je sens bien, ou tu bleu, ou par sang bleu, je sens bien que c'est Dieu qui est là, remplacé par bleu, c'est ce qui s'appelle jurer en bleu. Mais dans tu Dieu, je me disais quand même, c'est pas qui tue Dieu, ça n'a pas de sens. Ça veut dire jurer par bleu? Alors jurer par bleu, ça veut dire que les prêtres, les hommes d'église, les femmes d'église, ont demandé à ce qu'on n'ait plus ce jury avec par Dieu, et qu'ils mettent le bleu à la fois. Remplace voilà, le bleu mot remplaçant Dieu. Et d'un autre, ça donne par le sang de Dieu qui avait donné par sang bleu. Et ça donne par bleu. Donc c'est juré en bleu. Alors, parfois, quand tu Dieu, vous le rencontrez, il faut remonter un petit peu plus loin, et c'est par la vertu de Dieu. C'est vertu de Dieu qui a donné tu Dieu. Comme il y en a un qu'on trouve dans les dictionnaires encore, qui est Trodame. Alors, il est un peu surprenant, c'est Notre-Dame. Il y en a un qui me plaît beaucoup, évidemment. C'est lequel? C'est Jarnicoton. Alors, Jarnicoton, c'est un mot... Ça, c'est un juron, Jarnicoton? Oui, c'est une interjection. Hein. Ouais. On le retrouve chez quelques hommes d'église qui le mettent en avant pour raconter Coton. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, mais on le retrouve chez Brassens, par exemple. Alors, Jarnicoton, en fait, il y avait un juron qui était Je renie Dieu, qui a donné Jarni Dieu. Jarni, on a oublié Je renie. Et Henri IV avait un grand plaisir à jurer. C'était un homme aussi d'armée. Donc, il disait très souvent Jarni Dieu, Jarni Dieu, Jarni Dieu. Et il avait le père Coton. C'était son nom, qui était son confesseur, qui était un homme d'église remarquable, qui lui dit gentiment, écoutez, ça m'ennuie, ce Jarni Dieu, mettez Coton à la place, mettez mon nom. Et donc, avec beaucoup de plaisir et de complicité, Henri IV a cessé de dire Jarni Dieu pour dire Jarni Coton. Et il le disait très fréquemment. Et c'est passé dans la langue, et vous le trouvez dans les dictionnaires, et encore chez Brassens. Et donc, dans les chansons ça fait partie. Aussi. Voilà. Ça perd l'hypopète, c'est la même chose. Hein. C'est aussi un mot. J'ai vraiment essayé de c'est un rapport avec le mot Dieu, oui, ça parce que c'était sacre Dieu au départ. Parfois, on transformait sacre Dieu en sacer Dieu, sacer bleu. Saper bleu, et puis l'hypopète est arrivé comme une sorte de suffixe plaisant. Et vous voyez, au départ, il y a sacré, il y a Dieu. Et donc, j'ai essayé de dénicher un peu dans tous les mots, et parfois... C'est absolument... C'est pour ça que votre livre est passionnant, parce qu'à la fois, c'est très érudit, et puis aussi très, très amusant. Elle vous vient d'où, cette passion des mots? Vous, Jean Prevost, on la sent là, quand vous nous parlez, quand vous racontez. Alors, j'ai toujours eu un immense respect pour les personnes qui m'ont précédé, à commencer par mes parents, bien sûr, et mes maîtres, mes professeurs. Et mes parents étaient professeurs de sténodactylo. Oui. Ils m'ont appris la sténographie, j'avais 11 ou 12 ans. Vous savez, c'est des signes qui permettent d'écrire beaucoup plus vite. La dactylographie, c'est le clavier. Et je pense que le fait d'avoir les mots au bout des phonétisme, en fait. Et les mots au bout des doigts, 12-13 ans, ça a dû quand même me tourner un peu vers les mots. Et puis j'ai rencontré un grand professeur qui a dirigé le Trésor de la langue française et que j'ai suivi filialement ensuite pour m'embarquer. J'étais littéraire au départ, je le suis toujours, bien sûr, pour m'embarquer dans cette aventure des mots et des dictionnaires. Parce que les dictionnaires, pour moi, c'est vraiment le trait d'union entre les êtres. C'est modeste, il y a un travail considérable qui est fait de manière, je dirais, presque discrète. C'est offert, c'est presque gratuit aujourd'hui. Et dans le fond, c'est le recueil de notre langue, c'est une sorte de photographie ou de film régulier. C'est jamais fini. Et ça a un lien avec Dieu, en fait. Lequel? L'infini. Le vocabulaire est infini, la langue est infinie, Dieu, par définition, est infini, et ce n'est pas rare
que les auteurs de dictionnaires aient comparé le dictionnaire et Dieu. Et beaucoup d'hommes d'église ont été donc des prêtres. Ça a commencé avec l'abbé Furetière, et on a toutes sortes d'exemples qui montrent que prêtres et avocats ont été à l'origine d'un grand nombre de dictionnaires. Est-ce que vous avez un mot préféré, Jean Pruvot, dans la langue française, et lequel ? Alors, j'en ai un qui est un peu récent, un peu savant, mais qui me plaît beaucoup. C'est l'équanimité. C'est le fait d'être d'humeur égale. Et puis, il y en a un autre qui vraiment n'est pas le cas ici, dans une télévision et des informations de grande qualité. C'est l'ultra-crépidarianisme. Ça, c'est quand je suis énervé. C'est-à-dire, c'est les gens qui vont plus loin que leur savoir et qui pensent qu'ils savent tout. Je pense que vous savez d'où ça vient. En fait, c'est dans l'Antiquité, un peintre, pas un peintre, un cordonnier auquel un peintre a demandé de réparer ses crépides. Et il rapporte évidemment la crépide, c'est-à-dire la sandalette, au peintre, et le peintre le remercie. Et puis le cordonnier dit, là vous n'avez pas mis la sangle comme il faut. Et le peintre dit, oui, vous avez raison, il transforme. Puis alors, évidemment, enhardi, le cordonnier dit, et puis là, le pli de la robe, je l'aurais mis de l'autre côté. Et là, à ce moment-là, le peintre d'une fresque, lui dit, cordonnier, pas plus haut que la crépide. Et tous, on a notre crépide, il ne s'agit pas d'avoir un avis sur des sujets qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a un mot en particulier qui vous agace qui est répandu sur justement les plateaux télé, la vie quotidienne? Alors d'abord, j'ai une grande indulgence parce que chaque fois qu'il y a un mot qui m'agace, si je connais bien la personne, je lui explique peut-être pourquoi il m'agace. Moi, il y a un phénomène qui m'agace en ce moment, mais bon, même un de mes enfants le fait, donc il faut que je lui dise à chaque fois, ça me heurte un peu, c'est de dire 200 €, 20 €, alors qu'on dit que j'ai 80 ans, on va pas dire que j'ai 80 €. Donc si vous voulez, cette liaison qui n'est pas faite, ça me heurte un peu, mais bon. C'est une histoire de liaison, pas de mots comme... Oui, c'est 200 €, c'est 180 €, mais c'est pas 20 €. Je dis pas j'ai 20 ans. À quoi ça sert de connaître l'étymologie des mots, Jean Pruvot? Ça sert à partager et trouver une meilleure harmonie. Quand, par exemple, pour prendre l'exemple du mot harmonie, quand je sais que le mot harmonie n'avait pas d'H au début, bon, très bien, ça me rend un peu indulgent sur cette évolution de l'orthographe. Quand je sais que le mot harmonie, on le retrouve dans artisan, dans art, dans artiste, parce que c'était au départ une racine indo-européenne, justement, qui voulait dire assembler agréablement les choses entre elles. Et donc, si vous voulez, ça sert à ça. L'histoire des mots donne un peu plus de profondeur, de bonheur, et les partager, c'est peut-être faire moins d'erreurs aussi dans leur usage. Et vous êtes aussi intéressé aux expressions anglaises. Il n'y a pas que le français qui vous passionne, parce que vous sortez un autre livre, hein, c'est les 100 savoureuses expressions anglaises. Laquelle est la plus savoureuse, Jean Pruvot? Alors, il y en a beaucoup, mais j'aime beaucoup « to get cold feet », qui veut dire, nous, on comprend avoir les pieds froids, parce qu'elles sont savoureuses, parce qu'on ne peut pas les traduire littéralement. Et en fait, ça veut dire avoir le trac. Il y a un dessinateur qui a fait des choses magnifiques, on voit une jeune femme, les pieds dans la glace, en train de voir une maison. Avoir les pieds froids, si on traduit littéralement, ça veut dire, pour nous, avoir le trac. Voilà, comme « fly on the wall », on comprend, une mouche sur le mur, mais pourquoi? En fait, c'est la petite souris. C'est la personne qui voit, qui regarde sans se faire voir. Et quand les cochons volent... And pigs fly. L'équivalent en français, c'est... Quand les poules auront des dents, bien sûr. Quand les poules auront des dents. Il y a un joli bestiaire. Je rappelle le titre de votre livre, Dieu à travers les mots et leur histoire. Avec un index. Avec un index. C'est aux éditions Desclés de Brouwer. Je ne me trompe pas dans la prononciation. Merci Jean Pruvot d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Au point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. La semaine prochaine, vous retrouvez Vincent Roux qui sera de retour dès lundi sur le plateau. Et j'aurai le plaisir, moi, de vous retrouver mardi. Passez une bonne journée en compagnie du Figaro. À très bientôt.